20 000 morts gisent dans la boue, et leurs yeux vitreux fixent le ciel gris qui ne reverra plus jamais l'aigle romain. Ce n'est pas seulement un champ de bataille, c'est le cimetière de toute une époque, où la pluie efface les frontières entre la civilisation et la barbarie, transformant l'or des légions en poussière rouillée. Comment se fait-il que la plus grande machine de guerre de l'histoire de l'humanité, qui avait conquis la Méditerranée, l'Afrique et l'Asie, ait été réduite en miettes en 3 jours, non par l'armée d'un grand empire, mais par des tribus dispersées que Rome considérait comme des sauvages? Mais la question la plus terrifiante, celle qui s'est figée sur les lèvres des centurions mourants, était différente. Pourquoi la lame qui a tranché la gorge de la domination romaine était-elle tenue par la main d'un homme portant la toge romaine, parlant un latin parfait et ayant personnellement dîné avec le légat de l'empereur? Dans cette histoire, la trahison a le visage d'un héros, et l'aveugle suffisance coûte plus cher que l'or de tout le trésor. Pour comprendre la nature de ce cauchemar, nous devons retourner là où tout semblait inébranlable, au moment où Rome était certaine que la Germanie était déjà à ses pieds, comme un chien docile. L'an 9 de notre ère, sous le règne de l'empereur Auguste, dont le pouvoir s'étendait des rives brumeuses de la Bretagne jusqu'aux sables brûlants de la Syrie. Les historiens romains, tels que Velleius Paterculus, qui connaissaient personnellement les principaux acteurs de cette tragédie, décrivent cette période comme un temps de fausse tranquillité, où la province de Germanie était considérée comme presque pacifiée. C'était comme la surface calme d'un lac, sous laquelle l'eau bouillonnait déjà, mais personne sur la rive ne remarquait les bulles qui montaient. Les Romains construisaient des villes, traçaient des routes et introduisaient leurs lois, étant absolument certains que les habitants locaux étaient heureux d'accepter leur culture. Pour le contrôle de ce vaste territoire, Publius Quintilius Varus fut nommé, un homme dont le nom deviendrait bientôt une malédiction. Il était un parent de l'empereur par alliance, et était habitué à gouverner la Syrie riche et pacifique, où les sujets se prosternaient à la vue des faisceaux, au lieu de se saisir de leurs épées. Varus a transféré ses méthodes dans les forêts sauvages, taxant les tribus et les jugeant selon le droit romain, comme s'ils se trouvaient au centre du forum, et non entourés de chênes centenaires et de marais. Parmi ceux qui entouraient le légat, se distinguait un jeune officier charismatique, dont le sourire désarmait, et dont les talents militaires inspiraient le respect même chez les vétérans les plus sévères. Il s'appelait Arminius, fils d'un chef de la tribu des Chérusques, qui, enfant, avait été livré à Rome comme otage pour garantir la fidélité de son père. Mais Rome ne l'a pas simplement gardé en cage, elle en a fait son arme. Arminius reçut la citoyenneté romaine et, plus important encore, le statut d'équite. Dans la hiérarchie sociale romaine, cette couche privilégiée de noblesse, qui se tenait juste après les sénateurs, était appelée les chevaliers. Cela signifiait que ce barbare de naissance était devenu une partie de l'élite de l'Empire, ayant le droit de porter un anneau d'or et une tunique avec une bande étroite de pourpre, ce qui était un honneur inouï pour un Germain. Arminius commandait un détachement auxiliaire de cavalerie, composé de ses propres compatriotes, mais entraîné à combattre selon le modèle romain. Les sources le décrivent comme un homme au regard ardent et à l'esprit vif, qui avait parfaitement étudié non seulement le latin, mais aussi la tactique des légions, leur force et, ce qui jouera un rôle fatal plus tard, leur faiblesse. Il était l'exemple idéal d'une romanisation réussie, un barbare, devenu un défenseur civilisé de l'Empire. Mais sous la cuirasse romaine, battait un cœur rempli de haine froide et de calcul. Tandis que Varus se délectait de festins et de flatteries, Arminius tissait une toile de conspiration, invisible aux yeux du légat, liant les tribus germaniques hostiles par un objectif commun. Cela ressemblait à une situation où le berger confie la garde du troupeau à un loup qui a appris à aboyer comme un chien. À l'automne de l'an 9 de notre ère, l'agitation des préparatifs régnait dans le camp d'été des Romains sur la rivière Vézère, car l'armée se préparait à se déplacer vers ses quartiers d'hiver, plus près du Rhin. Varus reçut un message faisant état d'une révolte dans une région éloignée,
qui nécessitait une intervention immédiate. Ce message était un faux, habilement fabriqué par Arminius lui-même, pour attirer l'énorme colonne romaine dans un piège. Mais même à ce moment-là, Rome avait une chance de s'en sortir. Un épisode célèbre, décrit par les historiens, raconte comment le beau-père d'Arminius, le chef germanique Ségestès, fidèle à Rome, accusa ouvertement son gendre de trahison en présence de Varus, lors d'un festin. Il exigea l'arrestation d'Arminius, criant au complot. Mais ses paroles se heurtèrent au mur de l'arrogance du légat. Varus considéra cela comme une calomnie, provoquée par des querelles familiales, car il ne pouvait croire que ce brillant officier, buvant du vin avec lui dans la même coupe, lui préparait une tombe. L'énorme serpent de l'armée romaine, étiré sur des kilomètres, commença à ramper hors du camp, ignorant que la tête de ce serpent se trouvait déjà dans la gueule d'un prédateur. 3 légions, la 17e, la 18e et la 19e, ainsi que le convoi, les femmes, les enfants et les serviteurs, se mirent en route. Ce n'était pas une formation de combat prête à l'affrontement, mais plutôt une ville mobile, confiante dans son invulnérabilité. 20 000 hommes, étincelants de fer et de bronze, s'engagèrent sous l'ombre de la forêt antique, où les ténèbres étaient plus épaisses que partout ailleurs dans l'Empire. Arminius, qui accompagnait Varus, demanda la permission de s'absenter, prétendument pour rassembler des forces alliées supplémentaires afin d'aider les Romains. Varus, le sourire aux lèvres, le laissa partir, signant de fait lui-même l'arrêt de mort de ses hommes et le sien. L'homme qui aurait dû être leur bouclier s'éloigna au galop dans les fourrés pour devenir leur bourreau. Les premières gouttes de pluie tombèrent sur les casques des légionnaires, comme si la nature commençait le compte à rebours de leurs dernières heures. La forêt se referma autour d'eux, et le monde qu'ils connaissaient disparut à jamais. La lourde respiration des milliers d'hommes se mêlait au bruit du vent dans la cime des arbres, créant une symphonie sinistre qui étouffait même le grincement des roues de chariot. L'armée romaine, ce serpent d'acier long de 15 kilomètres, rampait lentement dans le ventre vert de la Germanie, ignorant que chaque pas la rapprochait de sa perte. Ce n'était pas une marche forcée rapide, à laquelle les légionnaires étaient habitués sur les routes pavées d'Italie, mais un combat épuisant contre la nature elle-même, où la boue était un ennemi tout aussi redoutable que l'épée germanique. Pour comprendre pourquoi cette force colossale s'est avérée si impuissante, il faut considérer ce que chaque soldat portait sur ses épaules. Les reconstitutions modernes et les découvertes archéologiques confirment que le poids total de l'équipement d'un légionnaire pouvait atteindre 45 kg, le transformant en un animal de bas. L'équipement de marche individuel, qui comprenait non seulement les armes, mais aussi une marmite, une ration pour 3 jours, une scie, une pelle et des effets personnels, suspendu à un poteau spécial, s'appelait la sarcina. Les légionnaires se surnommaient en plaisantant des mulets, mais ce jour-là, cette plaisanterie prit un goût amer. Sous le poids de la sarcina, leurs pieds s'enfonçaient dans le sol détrempé, privant le guerrier de sa maniabilité et le transformant d'un combattant mortel en une cible maladroite. Imaginez essayer de courir un marathon avec un adulte sur les épaules, tandis que vos pieds glissent sur du béton liquide. Ce poids n'épuisait pas seulement physiquement, il émoussait l'attention, obligeant à regarder sous ses pieds plutôt qu'autour de soi, où les silhouettes des ennemis s'agitaient déjà dans l'ombre des arbres. Au centre de la colonne, la situation était encore plus déplorable, car Varus, contrairement à tous les règlements militaires, avait permis au convoi de se mêler aux formations de combat. L'historien Cassius Dion indique clairement que l'armée était encombrée d'une énorme quantité de chariots, de femmes, d'enfants et de serviteurs, ce qui perturbait la formation et rendait impossible un redéploiement rapide. Tous ces bagages encombrants, comprenant les machines de siège, les tentes et les effets personnels des officiers,
que l'armée était obligée de traîner derrière elle, était appelé impedimenta. Ce mot se traduit par obstacle ou entrave, et dans la forêt de Teutoburg, il a pleinement justifié sa signification, devenant l'ancre qui a coulé la flotte romaine. Les chariots se brisaient sur les sentiers étroits de la forêt, obligeant les légionnaires à jeter leurs armes et à s'occuper de la réparation des roues, créant les conditions idéales pour le chaos. Le monstre, énorme et maladroit, s'était lui-même enfermé dans une cage, où sa taille devint son principal désavantage. Mais le plus grand problème fut la nécessité de frayer un chemin là où il n'y en avait jamais eu. Les légionnaires devaient abattre des arbres centenaires et construire des chaussées à travers les marais au fur et à mesure de leur progression, ce qui épuisait leurs forces avant même le début du combat. L'outil universel du légionnaire, combinant hache et pioche, avec lequel les soldats se frayaient un chemin à travers les fourrés, s'appelait la dolabra. Habituellement, cet outil servait à ériger des camps fortifiés, symbolisant l'ordre romain. Mais ici, la dolabra devint un symbole de désespoir. Les soldats coupaient la forêt qui semblait se refermer encore plus derrière eux. Les bruits des coups de hache sur le bois résonnaient loin dans la forêt, servant d'excellents repères aux éclaireurs germaniques qui surveillaient silencieusement chaque mouvement des condamnés. Le pire était que Varus était absolument certain de la sécurité de cet itinéraire, se fiant au conseil d'Arminius. Le légat romain transportait avec lui le trésor destiné au paiement des soldes et à l'organisation de la nouvelle province, faisant de cette marche l'une des plus coûteuses de l'histoire. Les pièces d'or et d'argent, frappées à Lugdunum, pesaient lourdement dans les chariots, mais dans ces forêts sauvages, leur valeur était nulle. Le fer y était plus prisé que l'or, et une gorgée d'eau pure valait plus qu'une poignée de deniers. Le temps continuait à se dégrader, et la pluie qui avait commencé transforma les sentiers forestiers en une boue impraticable. L'humidité pénétrait les lanières de cuir des armures, les rendant lourdes et glissantes, tandis que les boucliers de bois, imbibés d'eau, devenaient impossibles à soulever. Le bouclier du légionnaire, collé à partir de plusieurs couches de bois et recouvert de cuir, s'appelait le scutum. À sec, il était une protection idéale, mais un scutum trempé devenait un fardeau, tirant sur le bras et empêchant de garder l'équilibre. La nature semblait s'être entendue avec les Germains, privant les Romains de leur avantage technologique et égalisant les chances. Arminius, qui connaissait chaque sentier de cette forêt, avait calculé le moment précis. Il comprenait que la machine de guerre romaine était forte en terrain découvert, où elle pouvait déployer sa formation. Mais ici, dans le couloir étroit entre le marais et la colline, elle serait impuissante. Les Romains n'allaient pas au combat, ils allaient au massacre, certains d'être guidés par des amis. Tout cet organisme gigantesque, composé de 20 000 hommes, de milliers de mulets et de centaines de chariots, s'engageait lentement dans le goulot d'une bouteille, dont le bouchon était déjà entre les mains du traître. Et lorsque la dernière unité de l'arrière-garde disparut sous l'ombre des arbres, le piège se referma. Le silence de la forêt fut soudain rempli de sons étranges, qui ne ressemblaient ni au cri d'un oiseau, ni au bruit du vent. Le sifflement qui déchira l'air humide fut à peine audible sous le bruit de la pluie. Mais le bruit du fer frappant l'os résonna comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. La première lance ne s'enfonça pas dans la terre et ne frappa pas un arbre. Elle transperça la gorge d'un centurion qui, une seconde plus tôt, criait après un mulet à la traîne. Les Romains se figèrent, regardant leur commandant s'étouffer dans son sang. Mais leur stupeur ne dura qu'un instant, avant que la forêt environnante n'explose en milliers de gorges. Cela ne ressemblait pas au début d'une bataille à laquelle ils étaient habitués. Cela rappelait le moment où un chasseur lâche une meute de chiens sur une bête acculée. Des pentes des collines, cachées par les sous-bois épais, une grêle de javelots, de pierres et de flèches s'abattit sur la colonne étirée, transformant chaque mètre de route en zone de mort. La panique,
froide et collante comme la boue sous leurs pieds, s'empara instantanément des rangs, alors que l'ennemi invisible commençait à faucher méthodiquement les hommes, sans leur donner la possibilité de riposter. Les fouilles archéologiques à Kalkriese, menées depuis la fin des années 1980, confirment l'image terrifiante. Les balles de fronde en plomb et les pointes de flèches qui y ont été trouvées indiquent que les Germains attaquaient depuis des positions préparées, étant en hauteur et à l'abri. Les Romains se retrouvèrent coincés dans un défilé étroit entre la pente abrupte de la colline et le marais impraticable, ce qui les privait de leur principal avantage, la manœuvre. Dans ce passage étroit, large par endroits de pas plus de 100 mètres, l'énorme nombre des légions devint leur malédiction, car les rangs arrière poussaient sur les rangs avant, créant une bousculade où les gens périssaient non par l'épée, mais sous les bottes de leurs propres camarades. La situation était aggravée par l'ordre dans lequel l'armée avançait. L'armée romaine, en marche, étirée en une longue ligne vulnérable aux attaques de flanc, était appelée agmen. Contrairement à l'ordre de bataille, où la légion se transformait en un mur monolithique de boucliers, l'agmen était un organisme lâche et maladroit qu'il était impossible de réorganiser rapidement pour une défense circulaire. Imaginez un serpent géant qui est coupé en 10 endroits différents avec des haches. La tête ignore que la queue est déjà morte, et le corps se contracte convulsivement, incapable de se défendre. Les Germains, comprenant parfaitement cette faiblesse grâce à Arminius, frappaient de manière ciblée, rompant la communication entre les cohortes et isolant les unités les unes des autres pour les détruire par morceaux. La pluie se transforma en un véritable déluge, et ce fut une catastrophe pour l'armement romain. L'eau ramollissait les tendons qui fixaient les pièces des machines de jet, rendant l'artillerie inutile, et les lourds boucliers, gorgés d'humidité, devenaient des fardeaux impossibles à soulever que les soldats jetaient dans la boue par épuisement. Mais le pire se produisait avec le principal espoir de l'infanterie, leur javelot. La lance de jet légère avec une longue et fine pointe de fer, qui était la carte de visite du légionnaire, s'appelait le pilum. La conception du pilum était géniale. À l'impact, la pointe se pliait, empêchant l'ennemi de le réutiliser ou de le retirer de son bouclier. Mais dans l'étroitesse de la forêt et sous la pluie battante, il était impossible de prendre de l'élan pour le lancer. L'espace confiné et les branches des arbres s'accrochant aux armes désarmèrent de facto la meilleure infanterie du monde avant même qu'elle n'engage le combat au corps à corps. Les Germains utilisaient une tactique que les militaires modernes appelleraient « frappe et cours ». Ils fondaient comme des fantômes, infligeaient des coups mortels avec des armes légères et se dissolvaient instantanément dans les fourrés avant que les Romains n'aient le temps de se regrouper. Tacite écrit que les barbares choisissaient d'attaquer les sections les plus difficiles du chemin, où les Romains s'enlisaient jusqu'aux genoux dans le bourbier, et les achevaient avec de longues lances, tout en restant à une distance de sécurité. Ce n'était pas une guerre, mais un massacre, où la supériorité technologique de Rome se brisait contre la fureur primitive et la connaissance du terrain. Au soir du premier jour, le chaos atteignit son apogée. Le convoi était partiellement pillé, la communication entre les unités perdue, et le sol était recouvert d'un tapis de corps. Varus, blessé et choqué, tenta d'organiser une sorte de camp fortifié sur la seule colline sèche qu'ils avaient réussi à prendre. Les soldats, épuisés par la marche et le combat, creusaient le fossé non pas tant avec des outils qu'avec leurs propres casques et mains, s'enfonçant dans la terre mouillée dans l'espoir de survivre à la nuit. Mais l'obscurité n'apporta pas de repos, mais une nouvelle terreur. Des sons parvinrent de la forêt qui glaçaient le sang même des vétérans ayant traversé des dizaines de campagnes. Ce n'étaient pas des cris de guerre, mais le rugissement rythmé des carnyx, des trompes de guerre en forme de têtes d'animaux, annonçant que l'étau de la mort se resserrait et qu'il n'y aurait de pitié pour personne. Dans l'obscurité de la nuit, les Romains comprirent
qu'ils étaient enfermés dans une cage avec un prédateur qui voyait dans le noir. L'aube du deuxième jour n'apporta pas le soleil, seulement une brume grise, mêlée d'une fumée âcre qui rongeait les yeux plus que les larmes de désespoir. Les Romains, comprenant que leur convoi encombrant était devenu l'ancre qui les tirait vers le fond, prirent la terrible décision de détruire tout ce qui était superflu, livrant aux flammes les chariots de leurs biens et, le plus horrible, abandonnant les blessés à leur sort. Cassius Dion décrit cette scène comme le moment de l'effondrement final du moral, lorsque les légionnaires, en brûlant leurs propres tentes et provisions, brûlaient en fait les ponts de la retraite. Cet acte de désespoir devait transformer la colonne maladroite en une armée apte au combat. Mais au lieu d'une formation organisée, il en résulta une foule de personnes effrayées, marchant jusqu'aux genoux dans le sang et la cendre. Imaginez un naufrage où les marins qui se noient jettent l'or par-dessus bord pour rester à flot ne serait-ce qu'une minute de plus, tandis que les requins tournent déjà autour. Tentant de s'échapper vers un espace ouvert, les Romains se dirigèrent vers le nord. Mais Arminius, tel un grand maître d'échecs, avait anticipé ce mouvement, les poussant dans le passage le plus étroit entre le marais et la colline de Calchrysa. C'est là que les archéologues ont découvert les traces d'un piège soigneusement préparé. Un mur de tourbe, camouflé pour ressembler au relief naturel, qui s'étendait le long du chemin de la colonne. Cette fortification de terre, renforcée par des palissades et des pieux, était appelée aguerre dans la langue militaire romaine. Habituellement, les Romains érigeaient eux-mêmes des aguerres pour protéger leur camp. Mais ici, le génie ingénieux de leurs anciens élèves retournait cette technologie contre les maîtres. Les Germains se tenaient au sommet de ce rempart, en toute sécurité, et tiraient méthodiquement sur les légionnaires d'en haut, comme dans un stand de tir, tandis que les Romains tentaient en vain de prendre d'assaut la levée glissante et fortifiée. Cela ressemblait à une tentative de détruire un mur de prison à main nue, pendant que l'on vous tire dessus avec précision depuis les miradors. La situation devint critique lorsque la cavalerie romaine, au lieu de couvrir la retraite de l'infanterie, tenta de s'enfuir, abandonnant ses camarades à la mort. Velleius Paterculus rapporte avec amertume le nom de l'homme qui mena cette fuite honteuse. Le légat Numonius Valla, un officier expérimenté qui, au moment décisif, choisit la honte plutôt que l'honneur. L'unité de cavalerie de l'armée romaine, composée d'environ 500 cavaliers, s'appelait l'Ala. Les ailes de la Légion, qui auraient dû apporter la mort à l'ennemi, emportaient maintenant l'espoir. Mais même cette trahison ne les sauva pas. Les Germains interceptèrent les cavaliers dans la forêt et les massacrèrent jusqu'au dernier homme, prouvant que de ce piège, il n'y avait d'issue pour personne. La vue de la cavalerie en fuite fut le coup de grâce pour les fantassins, qui comprirent qu'ils étaient seuls contre le monde entier. La pluie se transforma en une véritable tempête, et un vent violent brisait les branches des arbres, qui tombaient sur la tête des soldats épuisés, comme si la nature elle-même avait décidé d'achever ceux que les barbares avaient épargnés. Les boucliers romains, gorgés d'eau, devinrent si lourds que les guerriers ne pouvaient les lever pour se défendre, et la boue glissante rendait impossible l'appui ferme des pieds, nécessaire pour frapper avec l'épée. L'arme principale du légionnaire pour le combat rapproché, une épée courte à large lame, conçue pour les coups de taille et d'estoc dans un rang serré, s'appelait le gladius. Cette lame, qui avait conquis le monde, devint, dans des conditions où il était impossible de joindre les boucliers et de faire une fente, un morceau de fer inutile contre les longues lances germaniques, avec lesquelles les barbares piquaient à distance de sécurité. Les Romains étaient comme un lion acculé dans une fosse de boue, dont les griffes et les crocs ne peuvent atteindre l'ennemi se tenant au bord. Au centre de cet enfer, Publius Quintilius Varus, l'homme dont le nom inspirait la crainte en Orient, réalisa que l'histoire se souviendrait de lui non comme un légat, mais comme la cause de la plus grande honte.
Voyant ses hommes périr autour de lui, et comprenant que la capture serait pire que la mort, il prit la décision que lui dictait la vieille tradition romaine. Tacite écrit que Varus, ne voulant pas devenir un trophée pour Arminius, se suicida en se jetant sur son épée, tout comme l'avaient fait son père et son grand-père après la défaite de Philippe. L'arme personnelle des officiers supérieurs, un poignard richement orné porté à la ceinture comme symbole d'autorité, s'appelait le pugio. À ce moment-là, ce symbole de pouvoir servit de dernier recours, lorsque la lame pénétra le corps du légat, mettant un point final sanglant à sa carrière. La nouvelle de la mort du commandant se répandit instantanément dans les rangs, et avec la vie de Varus, la volonté de résister quitta définitivement l'armée. Les officiers restants suivirent l'exemple de leur chef, et le corps décapité de l'armée se contracta convulsivement, attendant le coup final. Arminius, voyant que la tête du serpent était morte, donna le signal de l'assaut final pour effacer les restes des légions de la surface de la terre. La mort de Varus ne fut pas le signal de la reddition, mais le début d'un massacre dont l'ampleur échappait à l'entendement humain. Privée de sa tête, l'armée romaine se transforma en un animal agonisant, harcelé par des milliers de prédateurs. Et chaque coup de lance était désormais porté non pour la victoire, mais par vengeance pour des décennies d'humiliation. Les quelques-uns qui tenaient encore leur rang se regroupèrent autour de leurs étendards, comprenant que ces hampes dorées étaient la seule chose qui les reliait à la civilisation au milieu de l'océan de barbarie. La relique la plus sacrée de la Légion, dont la perte était considérée comme une honte pire que la mort, et une malédiction éternelle pour toute l'unité, était l'Aquila. Cet aigle d'or, serrant les foudres de Jupiter dans ses serres, n'était pas seulement un symbole militaire, mais l'incarnation de l'âme de la Légion, son protecteur divin, que les soldats vénéraient aussi ardemment que les dieux dans les temples de Rome. L'officier à qui l'on confiait le port de cette relique était choisi parmi les guerriers les plus forts et les plus courageux, et s'appelait l'Aquilifère. Dans les dernières heures de la bataille de Teutobourg, ces hommes accomplirent des actes d'héroïsme désespérés. L'un des aquilifères, voyant l'inévitabilité de la capture, arracha l'aigle de la hampe et le cacha sous ses vêtements, tentant de l'emporter avec lui dans la tombe, afin que les barbares ne souillent pas la relique de leurs mains impures. Un autre, selon Florus, se jeta avec l'aigle dans le marais le plus profond, pour que le bourbier engloutisse l'or de Rome, ne laissant aucun trophée à l'ennemi. Mais tous ces sacrifices furent vains. Au coucher du soleil du 3e jour, les 3 aigles, des 17e, 18e et 19e légions, étaient entre les mains des vainqueurs. Ce fut un effondrement du monde comparable à la chute du ciel sur la terre. Les dieux s'étaient détournés de Rome, permettant aux sauvages de piétiner leurs symboles sacrés. Le sort de ceux qui ne périrent pas au combat s'avéra encore plus terrible que la mort par l'épée. Arminius et ses guerriers ne prenaient pas de prisonniers pour la rançon. Ils les prenaient pour remercier leurs dieux austères de la victoire accordée. Tacite, décrivant le lieu de la bataille des années plus tard, raconte avec horreur les crânes cloués au tronc d'arbres et les autels barbares, où la terre était imprégnée de sang romain jusqu'à un coude de profondeur. Le bois sacré, où les Germains pratiquaient leurs rituels et faisaient des sacrifices, s'appelait le Lucus. Dans ces temples naturels sombres, sous l'ombre des chênes centenaires, les centurions et les tribuns, qui la veille encore décidaient du destin de la province, étaient égorgés comme du bétail, leurs entrailles étant utilisées pour prédire l'avenir de la tribu. La forêt se transforma en un gigantesque ossuaire à ciel ouvert, où chaque buisson témoignait d'une mort atroce, et le vent ne portait pas l'odeur des aiguilles de pin, mais la puanteur des corps en décomposition qui planeraient sur cet endroit pendant de longs mois encore.
Mais Arminius ne se contenta pas de détruire le corps de l'ennemi. Il voulait détruire son esprit et envoyer un message terrifiant à tous ceux qui pourraient soutenir Rome. Il ordonna de couper la tête du défunt Varus et envoya ce cadeau monstrueux au chef des Marcomannes, Maroboduus, le plus puissant roi des Germains de l'Est, lui proposant une alliance contre l'Empire. C'était une diplomatie du sang, une tentative d'unifier tout le monde barbare sous la bannière de la révolte, utilisant la tête du légat romain comme sceau sur le traité. Maroboduus, cependant, refusa de prendre part à cette guerre et renvoya la tête à Rome, où elle devint la dernière et terrible preuve de la catastrophe que l'on refusait d'admettre dans la capitale. Lorsque la nouvelle de la perte des 3 légions parvint à la ville éternelle, elle produisit l'effet d'une bombe, dont l'onde de choc ébranla les fondements mêmes de l'État. Suétone écrit que l'empereur Auguste, qui avait gouverné le monde d'une main de fer pendant plus de 40 ans, sombra dans un état proche de la folie. Pendant des mois, il ne se coupa ni les cheveux ni la barbe, signe du deuil le plus profond, et se cognait la tête contre le montant de la porte, hurlant la phrase qui résonnerait à travers les siècles: « Quintilius Varus, rends-moi mes légions ». Un régime juridique spécial fut immédiatement décrété à Rome, introduit uniquement en cas de danger mortel pour l'État, où tous les tribunaux et les affaires publiques étaient suspendus, appelé Justitium. La ville, habituée aux triomphes sans fin et aux parades de victoire, sombra dans le silence de la peur, s'attendant à ce que les hordes germaniques traversent bientôt les Alpes et apparaissent aux portes de la capitale, comme ce fut le cas lors de l'invasion des Gaulois. Personne ne savait qu'Arminius ne marcherait pas sur Rome, se contentant de libérer sa terre. Mais le traumatisme psychologique infligé à l'Empire était incurable. Les Romains, qui se considéraient comme les maîtres invincibles du monde, prirent soudain conscience de leur vulnérabilité face à la force sauvage et indomptée de la nature et d'un homme qu'ils avaient eux-mêmes formé. Tout l'éclat de l'âge d'or d'Auguste s'éteignit du jour au lendemain, emporté par la pluie et le sang dans les forêts lointaines de Germanie. Et l'Empire resta figé au bord du gouffre, fixant l'obscurité d'où le regard vide des crânes de ses meilleurs soldats le fixait en retour. Cette tragédie anéantit à jamais les plans d'expansion vers le nord, traçant une ligne sanglante que Rome ne se risquerait plus jamais à franchir. Mais l'histoire d'Arminius et de sa trahison ne s'arrêta pas là. Elle entra simplement dans une phase de mémoire éternelle et de haine perpétuelle. 6 années de silence s'écoulèrent avant que le pied d'un soldat romain ne foule à nouveau cette terre maudite. Mais ils ne vinrent pas pour la bataille, mais pour affronter leur cauchemar. En l'an 15 de notre ère, le célèbre général Germanicus, neveu de l'empereur Tibère, mena les légions sur le lieu du massacre. Et ce qu'ils virent fit pleurer comme des enfants, même les vétérans les plus endurcis. Tacite nous a laissé une description à glacer le sang de ce champ de mort. Des os blanchis, en tas ou isolés, des fragments d'armes et des squelettes de chevaux. Et sur les troncs d'arbres, les crânes cloués de ceux qui commandaient ces hommes de leur vivant. Les Romains rassemblèrent les restes de leurs camarades, ne sachant s'ils enterraient un parent ou un étranger, et élevèrent au-dessus d'eux un immense tumulus de terre pour clore à jamais cette page de l'histoire. Cette fosse commune devint un mémorial non seulement pour les défunts, mais aussi pour la fin du rêve romain de domination mondiale. C'est ici, au milieu des marais et des forêts, qu'est née une nouvelle réalité géopolitique qui allait déterminer le destin de l'Europe pour les 2 millénaires suivants. L'Empire, réalisant que le prix de la conquête de la Germanie était trop élevé, décida de se séparer des barbares par un mur, traçant une ligne nette entre la civilisation et la sauvagerie. Cette frontière fortifiée, composée d'un système de remparts, de fossés, de tours de guet et de forts, s'étendant sur des milliers de kilomètres, s'appelait le limes. Le limes devint non seulement une structure défensive, mais l'incarnation physique de la peur de Rome face à ce qui se cachait dans les forêts du Nord.
Le Rhin et le Danube se transformèrent en barrières infranchissables, et c'est grâce à cette décision que l'Europe se scinda en deux parties, romane et germanique. Cette fracture culturelle que nous voyons sur les cartes et entendons dans les langues encore aujourd'hui. Et qu'advint-il de l'architecte de ce cauchemar, de l'homme qui avait mis l'Empire à genoux? Le destin d'Arminius est une amère ironie, prouvant que la trahison revient toujours comme un boomerang. Devenu le libérateur de son peuple, il tenta d'en devenir le roi. Mais les Germains, qui s'étaient battus si désespérément pour leur liberté contre Rome, ne voulurent pas tolérer un dictateur issu de leur rang. En l'an 21 de notre ère, 12 ans après son triomphe, Arminius fut assassiné par ses propres parents, poignardé traîtreusement par ceux qui l'avaient sauvé de l'esclavage. Tacite le nomme le libérateur incontesté de la Germanie, mais ajoute qu'il est tombé victime non pas d'un combat loyal contre l'ennemi, mais de la perfidie de ses propres compatriotes. Pendant longtemps, cette histoire fut considérée comme une quasi-légende, et les historiens se disputèrent l'endroit exact où la bataille s'était déroulée, jusqu'à ce que, à la fin du XXe siècle, la Terre commence à livrer ses secrets. En 1987, le major britannique et archéologue amateur Tony Clun, errant avec un détecteur de métaux dans la région de Calcrise, trouva des pièces de monnaie romaines et des balles de fronde en plomb, ce qui mena à des fouilles sensationnelles. Les archéologues ont extrait de la boue le visage de cette bataille. Le célèbre masque d'argent d'un cavalier romain qui regardait le monde avec un calme froid, tandis que son propriétaire était massacré par les barbares. Ce masque est devenu le symbole de la façon dont la mince enveloppe de la civilisation quitte un homme en un instant, lorsqu'il est confronté à la fureur primitive. Les découvertes de Calcrise ont confirmé chaque mot des historiens antiques. Le rempart de terre, le chaos de la retraite et l'anéantissement total. Maintenant que nous avons parcouru ce chemin, des palais dorés de Rome à la boue sanglante de la forêt de Teutobourg, nous revenons à la question par laquelle nous avons commencé. Qui était Arminius? Un héros ou un monstre? 2 fois traître ou le plus grand stratège? La réponse ne se trouve pas dans les manuels d'histoire, mais dans la nature du choix humain. Pour Rome, il est resté à jamais l'incarnation de la perfidie, l'homme qui a violé un serment sacré et poignardé dans le dos ceux qui l'avaient élevé. Mais pour son peuple, il a fait ce que nul autre n'avait osé faire. Il a mis en jeu son honneur, son statut et sa vie, afin que ses enfants ne naissent pas esclaves. Cette histoire oblige chacun de nous à se poser une question inconfortable. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour ce que nous considérons comme juste? Pourriez-vous, portant l'uniforme d'un empire étranger, bénéficiant de ses avantages et de l'amitié de ses dirigeants, tout annuler en un instant et devenir l'homme le plus haï au monde pour la liberté de votre sang? Arminius a fait son choix, et le prix de ce choix est de 20 000 vies et une mémoire éternelle, teinte de sang. En regardant les frontières actuelles de l'Europe, souvenez-vous, elles ne sont pas tracées à l'encre des diplomates, mais par l'épée d'un officier romain qui s'est souvenu qu'il était un Germain. Et à la fin de cette histoire, il ne reste qu'une seule question pour vous. Si le destin de tout un peuple dépendait de votre trahison, auriez-vous le courage de devenir un scélérat aux yeux du monde pour devenir un héros aux yeux de vos enfants?